Bonjour à tous. J'espère que tout le monde est en grande forme pour ce petit cours éclair sur les deux derniers sujets du chapitre des lentilles, soit l'équation du lunetier, c'est avec quoi on va commencer aujourd'hui, et d'autre part, on terminera ensuite avec les différents problèmes de la vue, de sorte que ces deux sujets constitueront dans le fond les deux derniers, comme je le disais, et on aura terminé l'ensemble des notions importantes pour le chapitre sur les lentilles. Donc voilà. L'équation du lunetier, pour commencer, ça nous permet de faire le lien avec le tout début du chapitre, rappelez-vous, lorsque nous tentions d'établir le lien qu'il y a entre la forme d'une surface d'une lentille ainsi que la fonction de cette lentille-là. Donc, à l'époque, on avait tout simplement fait des constats de nature plus qualitative, c'est-à-dire qu'on avait dit, par exemple, une surface concave, ça fait converger la lumière, une surface convexe, plutôt l'inverse, pardon. Donc, une surface concave, ça fait diverger la lumière, une surface convexe, ça fait converger la lumière. Mais ça, c'était pas très, très précis. Donc, on va être en mesure de calculer la longueur focale d'une lentille en fonction de sa forme, et non pas seulement d'y aller de constats très généraux, de dire si j'ai une lentille qui est convexe, si j'ai une lentille qui est concave, qu'est-ce que ça va faire. Donc, on va être plus précis. Donc, une équation qui va nous permettre de faire ça. Et je vais vous la donner ici, là, dans le mille. Donc, cette équation-là représente plusieurs éléments, dans une lentille. Et pour l'instant, là, vous allez voir, peut-être qu'il y a beaucoup de symboles ici, mais on va les décrypter un par un, donc soyez pas trop impressionnés, là, il n'y a rien de tout ça qui est très très compliqué. Donc la formule, donc C c'est la vergence de la lentille ou la puissance d'une lentille, qui est égale à donc 1 sur la distance focale, LF de la lentille. Donc on peut calculer, si on connaît les dimensions d'une lentille, on peut calculer donc sa distance focale. En connaissant donc N, pour ceux qui se rappellent du chapitre précédent, N, c'est l'indice de réfraction. Donc l'indice de réfraction d'une lentille, divisé par l'indice de réfraction du milieu dans lequel cette lentille se trouve, donc moins 1. Et on va multiplier ensuite, donc entre les deux parenthèses, donc c'est une multiplication. Donc on va multiplier par donc 1 sur R1 et 1 sur R2. R1 et R2 vont représenter donc les rayons de courbure de ces lentilles-là. Donc, encore une fois, pour ceux et celles qui ne se souviennent plus trop, rayons de courbure, qu'est-ce que ça représente? Puis tout ça, rassurez-vous, dans quelques instants à peine, la prochaine diapo, tout ça va s'éclairer. Maintenant, certains pourraient dire d'où provient cette formule. J'aime bien, comme vous le savez, essayer de justifier l'existence des formules qu'on utilise, puis de vous les démontrer, puis d'expliquer d'où elles viennent. Il s'avère que dans le cas de l'équation du lunetier, c'est pas simple, et c'est surtout, dans le fond, réservé à ceux et celles qui poursuivront leurs études au cégep. Donc, dans le cours d'optique, si vous faites de la physique au cégep, ce sera abordé. Donc, vous ferez la démonstration de cette équation-là. Voilà. Donc, pour essayer de mieux comprendre là, tous ces symboles-là, puis comment ça fonctionne, on va faire un petit exemple dans quelques instants. Donc, je vais vous donner tout de suite le libellé de l'exemple, si vous voulez bien le prendre en note. Donc, on va faire l'exemple suivant. On va vouloir calculer la distance focale, donc la longueur focale, d'une lentille. Donc, on va imaginer que cette lentille-là a un indice de réfraction de 1,5, qui correspond à une valeur là, relativement standard pour le verre ou le plastique. Et donc, on aurait comme information donc, que les rayons de courbure de cette lentille-là sont de moins 10 cm et de 12 cm. Bon, encore pour ceux et celles pour qui c'est nébuleux cette histoire de rayons de courbure, on va régler ça dans quelques instants à peine. Donc on va essayer de mettre de l'ordre là-dedans. Donc l'histoire des rayons de courbure a trait donc à la construction de la lentille. Rappelez-vous, les deux surfaces d'une lentille, c'est constitué de deux bouts de cercle, deux arcs de cercle.
Et donc, à ce moment-là, ben, pour définir ces cercles-là, on a besoin des rayons de courbure pour arriver donc à calculer la distance focale à l'aide de l'équation du lunetier. Donc, on veut calculer la distance focale d'une lentille. Donc, l'indice de réfraction de la lentille, 1,5, dont les rayons de courbure sont moins 10 et 12. On va supposer, c'est pas écrit ici, mais comme d'habitude, on va supposer qu'on est dans l'air. Donc, l'indice de réfraction du milieu dans lequel on se trouve, c'est l'air. Donc, ce sera 1. Voilà. Donc, poursuivons. Avant de faire le calcul, certains peut-être sont déjà en train de calculer la réponse. Donc, c'est pas ça qui nous intéresse, là. C'est pas ça qui est très, très difficile là, au départ. Ça va nous intéresser, mais c'est pas très difficile. Donc, on va le faire en dernier. Donc, avant de se lancer là-dedans, il faudrait se poser la question, si on avait visualisé, avec les informations que je viens de vous donner, à quoi ressemble la lentille qui est décrite dans l'énoncé précédent. Avant de se lancer dans cette aventure, on a besoin d'abord de considérer le fait qu'il peut y avoir des rayons de courbure positifs et négatifs. C'est ce qu'on avait dans l'énoncé du problème. Donc, à ce moment-là, on va prendre en considération qu'un rayon de courbure positif représente des surfaces qui sont convexes, et à l'inverse, donc un rayon de courbure négatif représente des surfaces concaves. Et avec cette information-là, donc on va être en mesure de s'imaginer, de visualiser donc la lentille que l'on vient de décrire dans l'énoncé, et ça va nous permettre du même coup de bien comprendre qu'est-ce que c'est le rayon de courbure d'une lentille. Donc, je répète, rayon de courbure positif représente une surface convexe, alors que le rayon de courbure négatif représente une surface concave. Donc, maintenant, essayons de visualiser ce qu'il y en est. Imaginons d'abord un premier cercle. Premier cercle, et ce qu'on pourrait faire ici, c'est que je vais ajouter ici, imaginez même que j'ai un grand bloc. Je vais juste prendre ici, je vais prendre mon crayon, je vais le mettre en blanc. Voilà. Donc, imaginez que j'ai un très, très grand bloc de verre sur lequel, donc, je veux créer, à partir duquel je veux créer ma lentille. Donc, je trace un premier cercle ici. Imaginez que ce cercle-là, donc, son rayon de courbure est de, donc, le rayon de ce cercle, 10 cm. Donc, étant donné que le 10 cm, tel qu'on l'avait dans l'énoncé précédent, c'est une valeur négative, ce sera associé à une surface qui sera concave. Je vais tracer juste après, donc, un cercle juste un peu plus grand, qui serait légèrement déphasé par rapport au premier cercle. Et donc, si je prenais le centre de ce cercle-là, et je mesurais donc le rayon de courbure de ce cercle, ben, dans ce cas-là, donc, j'aurais ici un rayon de courbure de 12 cm, tel qu'on l'a décrit dans l'énoncé précédent. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'intersection de ces deux cercles-là, donc des deux cercles que j'ai formés. Je vais retirer ici mes annotations pour qu'on puisse mieux voir ce qui se passe. Voilà. Et donc, imaginons que dans le bloc, tiens, je peux redessiner mon bloc de plastique ou de verre ici. Donc, je découpe seulement la partie ici. Je vais l'illustrer donc de façon plus claire. Donc, la partie... Oh ouais, c'est pas très clair ça. Attendez. On va mettre mon crayon ici. Tiens, on va le mettre en blanc là. Donc, cette partie-là ici. Donc, je découpe cette section-là. J'obtiendrai ici une lentille qui serait d'une part avec une surface concave et une surface convexe. Et si on se posait la question, quel type de lentille avons-nous ici? Rappelons-nous de certains principes importants vus au tout début du chapitre. Un des premiers principes, c'est plus une surface est courbée, plus son effet est important. Et on remarque ici que la surface concave, donc cette surface-là ici, est davantage courbée, donc, que la surface convexe, la surface extérieure ici.
Et puisqu'on se souvient que les surfaces concaves ont un effet divergent, ma surface concave étant plus courbée, cette lentille sera une lentille divergente, puisque la surface concave est plus courbée que la surface convexe. Si vous n'êtes pas convaincu de tout ça, retournez voir au tout début du chapitre, entre autres dans votre cahier d'exercice. On avait fait un exercice en ce sens-là. On appelait ce genre de lentille-là des ménisques convergents ou divergents. Dans ce cas-là, ce serait un ménisque divergent. Bref, si jamais ça, c'est pas clair pour vous, prochainement, vous pourrez venir me voir à ce sujet-là, mais c'est des choses dont on avait parlé au tout début du chapitre. Voilà. Peut-être ce qu'on peut noter en lien avec ça, parce que ce qu'on a remarqué, c'est que ici, ma surface concave avait un plus petit rayon de courbure que ma surface convexe. Et ce qu'on constate, c'est que le plus petit rayon de courbure donnait une surface plus courbée. Mais on peut noter cette information-là parce que c'est important. Ça nous aidera à visualiser de quel type de lentille nous sommes en présence selon la situation. Donc, plus le rayon de courbure d'une surface d'une lentille est petit, donc plus la surface sera courbée. C'est un peu contre-intuitif de penser comme ça, mais on le voit très bien dans le dessin. Donc, plus mon cercle est petit, plus la surface sera courbée. Si j'ai un très, très, très grand cercle et que j'en prends une portion, cette portion-là m'apparaîtra très peu courbée. Donc, ça nous aidera à visualiser les différentes lentilles avec lesquelles nous travaillerons dorénavant. Donc, plus le rayon de courbure est petit, plus la surface de la lentille, la surface en question, est courbée. Maintenant, passons au calcul, en espérant que tout ça vous éclaire un peu sur l'histoire des rayons de courbure. Là, on va passer au calcul avec l'équation du lunetier. Donc, quelles sont les informations dont nous disposons dès le départ? Les voici. Donc, l'indice de réfraction de la lentille, 1,5. L'indice de réfraction du milieu, comme je l'ai mentionné tantôt, on suppose que c'est l'air. Les deux rayons de courbure, donc le premier négatif, surface concave, moins 10 cm, et le second positif, surface convexe, 12 cm. À partir de cela, on peut, d'une part, écrire l'équation du lunetier. Évidemment, c'est peut-être pas nécessaire de la réécrire complètement, là, vous l'aviez déjà fait préalablement. On va remplacer l'ensemble des différentes valeurs à l'intérieur de cette équation. Donc, l'indice de réfraction de la lentille 1,5 sur l'indice de réfraction du milieu 1. Donc, moins 1. Et évidemment, donc je l'ai mentionné tantôt, il ne faut pas oublier, donc entre nos deux parenthèses, c'est un signe de multiplication. On va multiplier le résultat des deux parenthèses entre eux. Seconde parenthèse, donc 1 sur le rayon de courbure de la première surface, moins 10 cm, plus 1 sur le rayon de courbure de la deuxième surface, c'est 12 cm. Le résultat des deux parenthèses, donc la première parenthèse ici, celle avec les indices de réfraction, donc 1,5 sur 1 moins 1, ça donne 0,5. Et la seconde parenthèse, donc si vous calculez, ça vous donnera à ce moment-là, donc moins 1 dixième plus 1 douzième, ça vous donnera moins 1 soixantième. Si on multiplie ensemble ces deux résultats-là, donc 0,5 ou 1 demi fois moins 1 soixantième, ça vous donnera moins 1 120e. Et évidemment, donc ça nous donne 1 sur la distance focale, sur la longueur focale. Donc, l'inverse de ce qu'on cherche ici, on cherche la distance focale. Donc, si j'inverse ce résultat, j'obtiens alors donc, moins 120 cm ou encore moins 1,2 m. Et comme je le fais tout le temps, il faut se questionner à savoir si notre réponse négative était attendue ou inattendue. Eh bien, elle était évidemment attendue. Pourquoi? Ça représente une lentille divergente. Et on avait statué, à partir de la forme de cette lentille-là, que c'est ce à quoi on s'attendait. Donc, d'une part, qu'avec la surface concave qui était plus courbée que la surface convexe, on était
très certain là, d'avoir ici affaire à une lentille divergente. Donc, vous voyez, encore une fois, on a plusieurs façons de valider nos calculs ici, notamment en imaginant, en visualisant la lentille en question. Et ça nous permet de ce fait, donc, d'être en mesure de valider notre calcul et de s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur à un moment donné ou à un autre. Donc voilà, ça fait partie, comme je le mentionnais, des petits sujets complémentaires. Donc, ce qui veut dire que lors des évaluations, évidemment, il y aura pas... toute l'évaluation ne sera pas basée là-dessus. Attendez-vous à une question qui portera sur cette équation. Maintenant, passons au dernier sujet en lien avec notre chapitre sur les lentilles, c'est-à-dire donc l'œil et les différents défauts de la vue. Donc, vous pouvez noter le titre ici, l'œil et les défauts de la vue. Le rappel sur les différentes parties de l'œil, ce ne sera pas nécessaire de le noter. Je vais faire apparaître ici un schéma qui est plutôt complexe. Évidemment, on ne veut pas noter et dessiner tout ça. Je ne voudrais pas mettre à mal vos capacités de dessin. Donc, je veux juste ici qu'on révise certaines choses que vous avez probablement déjà étudiées, notamment dans le cours de sciences, de biologie, de 3e secondaire. Ça peut être loin tout ça, j'en conviens. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas qu'on tergiverse longtemps là-dessus. Je ne veux pas qu'on s'interroge trop sur toutes les parties de l'œil. Je veux qu'on retienne 3 éléments importants. Le premier élément important, comme je dis, ce n'est pas nécessaire de le noter ou de dessiner ici. Il s'agirait donc de la cornée. Donc la cornée, qui est identifiée ici, représente la surface extérieure de l'œil. Donc toute cette surface ici de l'œil, que vous voyez, que vous pouvez même toucher, là, essentiellement, là, c'est la surface qui est exposée à l'air. Donc, cette cornée, qui est une surface solide, évidemment, fera dévier légèrement les rayons lumineux lorsque ceux-ci traverseront l'œil. Donc, c'est le premier élément pour lequel là, les rayons subiront une réfraction. Sinon, le deuxième élément, et le plus important, celui qui attirera davantage notre attention, c'est évidemment le cristallin. Donc, cette section ici de l'œil, l'espèce de lentille qui se retrouve au centre de l'œil. Et je l'ai bien dit, c'est une lentille, hein, c'est notre lentille. Et possiblement que vous avez déjà manipulé un cristallin, pour ainsi dire. Si vous avez fait la dissection de l'œil de bœuf, expérience là, classique en secondaire 3, eh bien, vous vous souvenez de cette espèce de partie là, qui était très gélatineuse, mais rebondissante à la fois. Donc, c'est une lentille dans l'œil qui peut changer de forme. Donc, qui peut, on dit, s'accommoder pour faire en sorte de voir des objets qui sont soit plus loin, qui sont soit plus rapprochés. Donc, c'est cette lentille qui nous permet de faire le focus, pour dire une expression anglophone, là. Donc, on va voir dans une petite animation en quelques instants de quoi ça relève, mais elle est extrêmement importante, puisqu'elle aura comme fonction donc de changer de forme, de se bomber pour devenir plus convergente, si notamment on regarde un objet rapproché. Et on va voir ça en action avec une petite animation dans quelques instants. Le dernier élément important, c'est la rétine. Donc, la rétine représente tout le fond de l'œil. Et ce qu'il faut se dire, c'est que pour que l'on puisse voir une image claire, l'image qui provient de rayons lumineux qui doivent traverser notre œil doivent absolument réfracter directement sur la rétine. Donc, les rayons doivent arriver très précisément, doivent converger très précisément sur la rétine. Si les rayons ne convergent pas sur la rétine, alors, à ce moment-là, on est en situation là, de problème de la vue. Et c'est ce qui causera, là, selon la situation, selon le problème, là, les anomalies. C'est ce qui fait qu'on ne voit pas bien. Je vais juste vous présenter très rapidement avant de passer aux choses suivantes. Voilà. Donc, la petite animation dont je vous parlais tantôt, qui représente l'œil et surtout son cristallin, donc en opération.
Donc, désolé, c'est pas moi qui ai fait ça, là. Désolé s'il y a des gens qui ont peur des clowns, là. C'est une espèce d'image de clown bizarre ici qui a été utilisée. Donc, le principe de cette animation-là, c'est très simple. Donc, imaginons, on a une image ici devant un œil, et on va simplement observer ce qui se passe avec donc, la représentation du cristallin qui est central ici. Donc, qu'est-ce qui arrive si je déplace mon objet plus près de l'œil? Mais on a bel et bien observé que le cristallin se bombe. Lorsqu'il se bombe, les deux surfaces du cristallin deviennent plus convexes, donc cette lentille devient davantage convergente. On le voit d'ailleurs par le fait que les foyers se rapprochent. Donc, je recommence, si je rapproche l'objet du cristallin se bombe et les foyers se rapprochent de celui-ci. De telle sorte que l'image, elle, reste toujours, apparaît toujours sur la rétine, sur l'arrière de l'œil. Et de cette façon-là, à ce moment-là, donc, notre œil est capable de bien capter l'image et de voir une image qui est claire, qui est nette. Donc voilà, c'était simplement pour illustrer le fonctionnement du cristallin ici. Donc, cette lentille se bombe au fur et à mesure qu'un objet se rapproche. Parfait. Revenons à notre schéma. Donc voilà, je rappelle les trois parties importantes. La cornée, le cristallin, je vais l'entourer ici, le cristallin, et finalement la rétine, donc l'arrière de l'œil. Maintenant, lançons-nous dans l'étude des trois principaux défauts de la vue. C'est pas une liste exhaustive, évidemment. Les défauts de la vue, je vous dis tout de suite, si vous allez lire l'article Wikipédia qui parle des défauts de la vue, vous allez voir qu'il y a des dizaines et des dizaines de termes médicaux qui peuvent décrire toutes sortes de problèmes que vous pouvez avoir avec vos yeux. Certains avec des noms qui vous rapportent très cher au Scrabble. Tout ça pour dire qu'on va se concentrer sur trois problèmes principaux pour lesquels on voudra être en mesure d'établir certaines choses. D'une part, quelle est la cause du problème? Donc, comment ce problème-là agit? On va schématiser également la situation et évidemment donc établir qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger ce problème-là. Autrement dit, quel type de lentille utiliserons-nous pour corriger le problème de la vue en question. Le premier problème que l'on va étudier, c'est le problème de la presbytie. Je vais ici présenter l'information sous forme de tableau. Il n'est pas nécessaire pour vous de faire un tableau là, absolument. Vous pouvez, en autant que vous indiquiez dans votre cahier de notes, donc le nom du problème, dans ce cas-là la presbytie. On va ajouter des informations au niveau de la cause et du schéma dans quelques instants, et pour la correction. Donc, en autant que ces informations se retrouvent sur une forme ou une autre dans votre cahier de notes, la forme ici est peu importante. Encore une fois, pour arriver à mieux comprendre donc, le fonctionnement de l'œil et les problèmes ici mentionnés, on va se fier à une animation pour nous permettre donc de bien comprendre tout ça. Je vais aller ici donc à l'animation en question et je vais essayer de tenter d'expliquer ce que l'on voit ici d'abord et on va essayer d'appliquer les différents problèmes de la vue par la suite. Donc voilà. Ce schéma, d'abord, représente un œil tout à fait normal. Un œil parfaitement en santé sera en mesure de voir clairement ce qu'on appelle un objet à l'infini. Évidemment, je ne parle pas là, de voir là, avec grande précision s'il y avait par exemple un astronaute sur la Lune, on ne serait pas capable de le voir à l'œil nu. Mais d'être capable de voir un objet suffisamment éloigné sans porter de lunettes, eh bien, les gens qui ont une vision dite parfaite, ils seront capables de voir un objet relativement éloigné et de ne pas avoir à utiliser de correction de la vue pour le faire. Donc, ce qu'on voit ici, c'est les rayons d'un objet qui est très éloigné. Donc, on sait que ces rayons-là arrivent parallèles à l'axe, si vous voulez, de l'œil. Et lorsqu'ils traversent l'œil, notamment le cristallin, on voit que toute la lumière converge directement, donc, sur la rétine, ce qui nous indique à ce moment-là que la personne voit bien l'objet.
Qu'arrive-t-il maintenant si l'objet ne se situe pas à l'infini? Si l'objet est rapproché? Donc, on voit qu'en temps normal, l'objet qui est rapproché de l'œil, la lumière qui provient de cet objet-là, donc, s'en va un peu dans toutes les directions, entre dans l'œil. Là, on voit ici que dans la situation en ce moment, la lumière, lorsqu'elle traverse à travers l'œil, donc dévierait tout simplement derrière la rétine. Donc, l'image ne convergerait pas sur la rétine, ça passe à travers le cristallin et ça dévie derrière. Mais ça, c'est sans compter le fait que le cristallin, donc, peut changer sa forme, peut s'accommoder. Et c'est pour ça ici qu'on a l'espèce de barre d'accommodation. Donc, si un objet est rapproché, que fera le cristallin? Et ce, sans qu'on ait à forcer, sans qu'on ait à faire un effort conscient de ça, notre cristallin va tout simplement changer sa forme, se bomber davantage et faire en sorte que l'on puisse voir donc l'objet qui est rapproché. Et si je devais encore rapprocher l'objet davantage, on voit que là, l'objet, son image apparaîtrait derrière la rétine. Pas de problème, pas de souci. Notre cristallin va s'accommoder automatiquement. Donc ça, c'est le fonctionnement normal de l'œil. Je vais remettre ici la situation initiale. Je vais reculer l'objet où il était précédemment. Et je vais faire en sorte que le cristallin ici ne fasse aucune accommodation. Parlons donc d'une personne presbyte. La presbytie, c'est une fatalité, ça va tous nous arriver un jour. Donc c'est un problème de la vue qui arrive avec l'âge. Vous avez sûrement déjà vu votre grand-père, votre grand-mère, donc utiliser ces fameuses lunettes de lecture pour être capable de voir un objet qui était rapproché, et sinon de voir l'éloigner pour bien visualiser ce qui se passe. Ben, comment se fait-il que ce problème arrive? Donc, ici, j'ai représenté donc l'objet qui serait rapproché. Et quelle est la problématique avec quelqu'un qui est presbyte? Ce que je vais faire ici, je vais demander à l'animation de nous indiquer qu'est-ce qui se passe avec la presbytie si, par exemple, on était une personne très âgée. Imaginons à 80 ans. Qu'est-ce qui se passe avec le phénomène de presbytie? Je vais ici appuyer et soyons très attentifs. Qu'est-ce qui change dans notre animation? Certains n'auront peut-être pas vu. Je vais recommencer. Donc, presbytie. Donc, pas de presbytie en ce moment. Si on la met à 80 ans. Donc, les plus attentifs parmi vous auront remarqué que la fameuse barre d'accommodation a été réduite énormément. De telle sorte que mon cristallin ne peut plus se bomber suffisamment pour ramener l'image directement sur la rétine. Il n'en est plus capable. Il n'est plus suffisamment flexible. Les muscles donc, sont trop fatigués. Et c'est un problème qui vient avec l'âge, tout simplement. Et malheureusement, ça, on pourra pas, chacun de nous ne pourront y échapper. Donc, on va essayer de prendre ça en note, justement, avec là, notre diaporama. Donc, au niveau de la presbytie, on a établi que le problème, c'est la vieillesse. Donc, le cristallin s'affaiblit, on perd notre capacité d'accommodation. Donc, notre œil n'est plus aussi capable de faire la mise au point, de faire le focus, et notre cristallin ne peut plus se bomber suffisamment pour permettre aux rayons de converger directement sur la rétine. Alors, si je veux représenter cette situation, donc, voici une schématisation de l'œil et du cristallin. Évidemment, ici, pas besoin de faire ça à l'échelle, c'est une grossière approximation. Donc, que se passe-t-il si on a un objet qui est rapproché? Donc, la lumière va aller dans toutes les directions, traverser notre cristallin et converger à l'arrière de la rétine, de telle sorte que l'on verrait à ce moment-là une image qui est floue. Donc, c'est la situation ici, au niveau, donc, de la presbytie. Maintenant, qu'en est-il de la correction? Pendant que vous terminez votre dessin, on peut parler très brièvement de la correction.
Donc, la correction nécessaire ici, si mon œil ne peut plus faire converger suffisamment rapidement la lumière à l'avant de ma rétine, donc je dois compenser ce cristallin là, qui est devenu déficient, eh bien, à ce moment-là, vous aurez deviné que la correction, ce sont des lentilles convergentes qui nous permettront de corriger cela. Donc, encore une fois, je le rappelle, la presbytie, c'est un problème de la vue, donc, qui viendra avec la vieillesse. Le cristallin, donc, s'affaiblit, perd sa capacité d'accommodation, ne peut plus se bomber suffisamment. Et à ce moment-là, donc, le problème, c'est que lorsqu'on regarde des objets rapprochés, donc il est impossible de bien voir ces objets-là, de les voir de façon distincte, puisque notre cristallin ne peut plus suffisamment se bomber. Et donc, les rayons convergent derrière la rétine, ce qui crée une image floue. Autrement, donc, on peut corriger ce problème à l'aide d'une lentille convergente. Donc, je vous invite à, si certains ont besoin de davantage de temps, vous pouvez appuyer sur pause. Et sinon, on va enchaîner avec le prochain problème de la vue. Le prochain problème dont il sera question, c'est un problème extrêmement commun. J'en suis moi-même affecté, donc la myopie. Donc, qu'en est-il de ce problème? Retournons à notre animation pour être en mesure de bien comprendre ce qui se passe. Donc, ce que je vais faire ici, je vais placer mon objet à l'infini. Donc, voici un œil normal, un objet à l'infini. Ceux qui sont myopes savent, comme moi, que le problème avec la myopie, c'est un problème justement de bien voir les objets qui sont éloignés. Donc, les myopes, sans leur verre correcteur, ne sont pas en mesure de voir un objet qui est éloigné. Donc, encore une fois, ce que je vais faire, je vais vous demander d'être attentif. Je vais appliquer le problème de la myopie ici, une myopie forte sur l'œil. Et essayons de voir qu'est-ce qui va changer dans notre œil ici. Qu'est-ce qui sera différent. Et voici, c'est parti. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont bien vu ce qui se passait. Je recommence. Donc, pas de myopie. Qu'est-ce qui arrive si j'ajoute la myopie? Eh bien, on constate que notre œil a une forme qui est différente. C'est-à-dire que notre œil n'a pas une forme parfaitement sphérique. Il est, si vous voulez, aplati. Il est sous une forme allongée. On dit souvent même que les myopes ont l'œil en ballon de football. Donc, l'œil est trop long. Et ça fait en sorte que, dans cette situation-là, les rayons lumineux convergent trop rapidement. Ils convergent donc en avant de la rétine, de telle sorte que l'image, encore une fois, sur la rétine est floue. Et, évidemment, pour les objets qui sont éloignés. Donc, ça pose problème. Donc, que faire pour, évidemment, faire en sorte que le myope voit distinctement? Eh bien, à ce moment-là, vous aurez deviné, tiens, je peux même l'ajouter ici, on ajoutera une lunette et celle-ci sera donc divergente. Vous voyez ici, donc, ma vergence de la lentille, je vais juste reculer un petit peu ici, voilà. La vergence de la lentille, donc, c'est moins 0,7 dioptrie, donc c'est une lentille divergente. Et cette lentille divergente va, si vous voulez faire diverger les rayons, va retarder, dans le fond, la convergence des rayons vers la rétine, de telle sorte que ceux-ci vont converger directement sur la rétine. Voilà. Donc, prenons en note les différentes informations au sujet de la myopie. Donc, la myopie, rien à voir avec l'âge, quoique, évidemment, ça peut changer toujours avec l'âge. C'est la forme de l'œil qui est trop longue. L'œil est donc trop convergent. Donc, j'ai exagéré ici sur mon dessin, là. J'ai fait un œil qui était un peu trop aplati. N'hésitez pas d'exagérer, évidemment, votre dessin. Vraiment de faire en sorte de montrer que l'œil est très aplati, est très en ballon de football. Et dans le cas échéant, donc on a un objet éloigné. Les rayons de cet objet-là arrivent parallèlement
à l'axe principal de l'œil et donc vont converger avant même la rétine. Et ça fait en sorte que la personne qui est myope donc, ne voit pas du tout là, les objets qui sont éloignés. Par contre, elle sera en mesure de les voir là, s'ils sont davantage rapprochés. Maintenant, qu'en est-il de la correction? Ben, vous l'aurez deviné, on l'a démontré il y a quelques instants. Cette correction, ça nous prend, dans ce cas-là, une lentille divergente pour faire en sorte que les rayons convergent moins rapidement et aillent rejoindre là, la surface de la rétine. Donc, je rappelle les grandes lignes. Le problème au niveau de la myopie, c'est la forme de l'œil. Elle est trop longue. L'œil est donc trop convergent. Dans notre schéma, on prend bien soin de représenter vraiment justement la forme de l'œil qui est beaucoup trop longue. Les rayons qui proviennent de l'objet qui est éloigné sont parallèles. Et donc, lorsqu'ils dévient à l'intérieur de l'œil, ils convergent lorsqu'ils traversent le cristallin et convergent donc en avant de la lentille. De la rétine, de sorte qu'on ne voit pas correctement l'image. Ça nous prend donc, dans ce cas-là, une lentille divergente. Je vous invite encore une fois à faire pause si vous avez besoin de temps pour prendre en note les différentes informations. Et nous compléterons avec le troisième et dernier problème de la vue. Le dernier problème de la vue donc, se nomme l'hypermétropie. Et encore une fois, donc pour terminer, on va aller voir ce qu'il en est avec notre œil ici. Donc, je vais remettre tout ça à zéro, pas de lunettes, œil parfaitement normal, voyez ici. Donc, tout est normal, on a un œil en santé. Donc, les rayons d'un objet à l'infini traversent, s'en vont directement sur la rétine, tout est beau. Qu'arrive-t-il, soyons attentifs, si une personne est fortement hypermétrope? Donc, soyons attentifs. Voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc, voyons voir ce qui change. Notre œil normal, œil hypermétrope. Eh bien, vous l'aurez deviné, là, c'est exactement le contraire de la situation d'une myopie. C'est-à-dire que l'œil est trop court. Il est trop aplati, mais cette fois-ci dans le sens horizontal. Donc, si on avait à dire, il n'y a pas d'expression particulière, là, mais on pourrait dire que l'œil est en plus en forme d'œuf qui est placé sur l'axe vertical. Bref, il est trop court, donc les rayons convergent derrière la rétine. Et ça pour un objet qui serait même éloigné. Et là, l'hypermétropie, c'est un problème un peu particulier, parce que dans le cas présent, une personne qui est hypermétrope a, je vous dirais, un certain avantage par rapport à la personne myope, puisque les rayons ici convergent derrière la rétine. Donc, inconsciemment, l'œil aura tendance à accommoder, donc, et faire en sorte de bomber le cristallin pour ramener l'image directement sur la rétine. Donc, certains diraient, ah, ben, dans le fond, c'est pas un gros problème pour l'hypermétrope d'avoir donc son œil qui est trop court parce que le cristallin donc va compenser pour ce défaut-là. Mais ça pose problème, à vrai dire. Pourquoi? Parce que le cristallin n'est pas fait pour forcer de cette manière-là, donc pendant un grand laps de temps. Le cristallin est fait pour que, au repos, de façon normale, les objets qui sont suffisamment éloignés n'aient pas besoin de forcer. Seulement si on doit rapprocher donc un objet, à ce moment-là, il va se mettre à forcer. Et cet état permanent d'effort du cristallin, ben pour la personne hypermétrope, qu'est-ce que ça va faire? Ça va causer de la fatigue visuelle, ça va causer des maux de tête. Donc, ce sont des symptômes très typiques d'une personne là, qui souffre d'hypermétropie. Et c'est donc pourquoi, même si la personne va bien voir, eh bien, elle va développer une fatigue visuelle sur le long terme, elle va porter des lunettes pour éviter cette fatigue visuelle-là, éviter les maux de tête qui puissent accompagner le problème en question. Donc, terminons en notant donc, les informations importantes au sujet de l'hypermétropie. Donc, le nom du problème, hypermétropie. Comme on l'a constaté,
contrairement à la myopie. Donc, la forme de l'œil est trop courte. L'œil n'est donc pas assez convergent. Et à ce moment-là, si on veut faire la schématisation du problème, encore une fois, vous voyez que j'ai exagéré sur mon dessin. J'ai tracé un œil qui est vraiment là, en forme, là, si vous voulez, d'œuf, ou je ne sais pas comment le dire, là, mais vraiment qui est beaucoup plus haut que large. Et à ce moment-là, donc, si j'ai des rayons qui proviennent d'un objet éloigné, donc des rayons qui arrivent parallèlement à l'axe de l'œil, donc ceux-ci vont traverser le cristallin en temps normal et vont se diriger derrière la rétine. Et évidemment, comme je l'ai mentionné, donc le cristallin à ce moment-là va inconsciemment se bomber, mais c'est pas souhaitable, puisque pour un objet éloigné, normalement le cristallin est au repos, il ne devrait pas avoir à effectuer l'accommodation. Et là, donc, c'est ce qui va provoquer, donc, chez la personne hypermétrope, de la fatigue visuelle, des maux de tête. Donc, c'est pour ça qu'elle corrigera son problème là, euh, avec des lunettes, avec des lentilles. Évidemment, donc, étant donné que l'œil n'est donc pas assez convergent, donc, quel type de lunettes utilisera une personne qui est hypermétrope? Eh bien, c'est une lunette, une lentille de type convergent, faire en sorte de corriger, de faire en sorte que les rayons puissent arriver plus rapidement à la surface de la rétine. Donc voilà, ça fait le tour des trois principaux problèmes de la vue. Ce qui sera important en évaluation au sujet des problèmes de la vue, donc c'est vraiment là, de faire en sorte de se concentrer sur les causes du problème, d'être capable de schématiser le problème comme on l'a fait ensemble, et également être capable de nommer la correction de la vue, donc qui est en jeu ici. Comme je l'ai mentionné au tout début, ce n'est pas une liste exhaustive. On n'a pas parlé d'astigmatisme là-dedans. C'est un problème assez courant. On aura l'occasion peut-être d'en glisser un mot en classe. Là. C'est un problème qui est complexe. Et entre autres au niveau là, de la correction, là, c'est pas simple là, parce que c'est un problème, dans le fond, qui fait intervenir les trois dimensions de l'œil. Et donc, on aura l'occasion de s'en reparler là, ultérieurement. Donc voilà, ça complète nos différents sujets en lien avec les lentilles, les yeux. Donc, c'était les deux derniers sujets complémentaires. Donc, il ne reste plus maintenant à se préparer pour les évaluations du chapitre sur les lentilles. Donc, à bientôt. Merci.